Aujourd'hui, on va voir comment le royaume nous explique la dualité que chacun de nous a au fond de soi, ainsi que le processus d'élévation lorsqu'un individu traverse une sorte de détresse intérieure comme une dépression. La Terre des Lions va symboliser le royaume intérieur, là où le bien et le mal s'affrontent. On a tous eu à peu près ce genre de sensation de joie euphorisante et de colère au point où on a peur de perdre le contrôle. Donc ça va être le royaume intérieur, la dualité. Mufasa va entre autres symboliser l'équilibre intérieur et, comme on s'en doute, Scar va symboliser le chaos avec les hyènes qui vont être plutôt une sorte d'émotion positive ou des péchés comme la luxure, l'avarice, l'envie, ce genre de choses. Commençons! Au début du film, on a un aspect global du royaume comme d'un ensemble, d'un tout. Mufasa et Scar, pour vulgariser un petit peu, sont le bien et le mal, ils sont tous les deux présents dans le royaume, mais c'est bien Mufasa qui domine. Notons que ce dernier est la sagesse parce qu'il ne veut pas tuer Scar, malgré les conseils de Zazu qui est la voix de la conscience qui prévient des dangers. Il veut le garder près de lui parce qu'il sait que tout a sa place, que tout est un et que tout est équilibre. Et scénaristiquement, ça va lui coûter la vie. Pour revenir au royaume, tout est à sa place, le cycle naturel est en ordre, on peut le voir avec la pluie, la végétation qui fleurit, on peut le voir aussi avec les animaux qui n'ont pas peur d'être effrayés et qui sont nombreux. D'ailleurs, Mufasa le dit, qu'il y a un équilibre délicat où les lions mangent les gazelles, puis retournent à la terre, créent de l'herbe et les gazelles mangent l'herbe, donc on a un cycle qui est vertueux. En somme, le monde intérieur est stable. Néanmoins, petit à petit, une petite ombre dans la caverne intérieure de l'individu va grossir et comploter pour prendre le pouvoir. On a ensuite une petite scène dans le cimetière des éléphants qui peut symboliser assez facilement tout ce qui est regret, tout ce qui est souvenirs perdus, rêves d'enfants oubliés, la peur de la mort, la peur de réussir, ce genre de choses. D'ailleurs, ça va mettre en avant les hyènes qui vont être les émotions négatives liées à ces peurs. Et petit conseil de Mufasa, c'est un stabilisateur, voilà, petit conseil de Mufasa, il vous dit de ne pas vous aventurer dans le cimetière des éléphants. En gros, il vous dit de ne pas vivre dans le passé. Vient ensuite le moment où Scar tue Mufasa, celui qui est le roi de la Terre des Lions, celui qui dirige le royaume, celui qui gouverne le monde intérieur en chacun de nous. Le côté obscur prend le contrôle. Petite parenthèse, ici la mort de Mufasa est une aide scénaristique pour nous aider à rentrer dans un traumatisme, mais même si on peut s'en servir, comme par exemple la perte d'un proche, la perte d'un emploi, une rupture amoureuse, on n'a pas besoin de ces éléments extérieurs pour parler de dépression intérieure. On peut très bien avoir déclenché ce genre de traumatisme lié à une perte de quête de sens, une perte de quête d'identité, ou tout simplement une dépression qui nous tombe dessus liée à une mauvaise connaissance de soi. On va revenir sur la mort de Mufasa qui meurt sous une vague de gnous. Cette vague a une grosse symbolique parce qu'elle permet au héros de se reconstruire grâce à un passage qui est craint mais qui est obligatoire, en se remettant face à ses démons intérieurs. Et cette notion de vague qui détruit tout sur son passage dans le but de t'élever, on le retrouve dans le déluge biblique ou aussi avec les marcheurs blancs dans Game of Thrones. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est plus grand que soi, que sa propre volonté, et surtout quelque chose qui est neutre et qui va tout détruire, toutes tes croyances, toutes tes notions de ce que tu es, de ta construction identitaire, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Donc dans la Bible, on a le déluge qui est neutre, c'est de la flotte au final, et dans Game of Thrones, on a les marcheurs blancs qui sont non personnifiés, qui ne parlent pas, parce que s'ils le faisaient, on pourrait comprendre ce qu'ils voudraient, on pourrait comprendre leur but, et on pourrait donc s'identifier à eux. Sauf que l'idée du déluge, l'idée de cette vague destructrice, c'est quelque chose qui est neutre. Donc les gnous, le déluge biblique, ou les marcheurs blancs, c'est pareil. Ce sont juste des épreuves extérieures, des vagues qui détruisent tout sur son passage, afin de te remettre en question, afin de t'élever. Passons maintenant à Simba qui va symboliser le renouveau, le nouveau soi qui va renaître de ses cendres. Il va passer par plusieurs phases de deuil, le déni, la fuite, la culpabilité, la colère, la frustration, la résurrection. Et ce qui est très intéressant et très bien fait, c'est que lorsqu'on subit ce genre d'expérience qui va tout remettre en cause, qui va tout remettre en question, lorsqu'on va se détruire identitairement pour se reconstruire, on est une nouvelle personne. On va être un Mufasa qui va passer à un Simba. Et Simba est ce renouveau. Simba est cette reconstruction identitaire. Et on dit souvent qu'il nous est tous arrivé des événements qui nous ont profondément changé, si bien qu'il est impossible de revenir en arrière. C'est tout à fait exact et c'est tout à fait ce qui se passe maintenant. On a tous besoin, pour s'élever, d'avoir une déstructuration identitaire pour pouvoir se reconstruire. On a tous besoin de tuer notre Mufasa pour devenir notre Simba. L'ancien soi, Mufasa, est mort sous le chaos du changement, Scar, afin de renaître vers un nouveau soi, Simba.
Les hyènes envahissent le royaume, et là on peut très clairement symboliser ça par les émotions négatives et les pensées négatives qui submergent l'individu au moment où il plonge dans la profondeur de son être, dans la profondeur de sa détresse. En parallèle, on a un Simba qui est dans le déni complet, qui refuse toute responsabilité de prendre le contrôle, de gouverner son royaume intérieur, et qui s'enferme dans une doctrine idéaliste. Hakuna Matata. Et c'est vraiment malin parce que lorsqu'on subit un traumatisme si grave, par réflexe, on va avoir deux options. Soit on va se couper émotionnellement de toute émotion pour ne plus rien ressentir, donc là on va être neutre, on va être une coquille vide, soit on va se couper émotionnellement des émotions négatives pour ne plus voir la détresse. Donc on aura l'impression que tout va bien, on va prendre la vie du bon côté. D'extérieur, les gens ils diront « Oh bah ça va, il le prend bien », alors qu'au fond nous, on ne fait que nous mettre des œillères sur les yeux. Et c'est magnifiquement bien pensé. Scar prend maintenant pleinement possession du royaume et il y a un déséquilibre total. Famine, sécheresse, dictature, terreur, esclavagisme, le royaume est en ruine. Là, l'individu touche le fond. Et s'il ne se bouge pas le cul, c'est à ce moment-là où il va atteindre un virage, où il va commencer à avoir des pensées suicidaires. Et c'est à ce moment fatidique que Nala entre en scène, Nala qui symbolise en gros le déclic, et va retrouver Simba. Elle va essayer de le remettre face à ses responsabilités, mais ce dernier va être encore une fois dans le déni et va même faire appel à la fatalité. Et c'est très malin parce que lorsque les gens dépriment, ils vont souvent avoir ce genre de réflexion. Je ne peux rien y faire, c'est en dehors de mon contrôle, qu'est-ce que je peux y faire, c'est la vie, c'est comme ça. Faux, faux, complètement faux. À ce moment de l'histoire, Simba est pathétique et médiocre, parce qu'il n'essaie plus de s'élever, il ne fait que chanter, se prélasser sur son hamac, manger des insectes, il n'essaie plus d'apprendre, il n'essaie plus de comprendre, il n'a plus d'objectif, plus de sens, plus de but, et on pourrait facilement comparer ça à quelqu'un qui passe sa journée sur son canapé à regarder la télé, à se branler au porno, à manger du McDo, à ne plus s'ouvrir l'esprit, à toujours voir les mêmes personnes, à ne plus rencontrer d'autres personnes, à avoir peut-être un petit taf de merde qui ne lui plaît pas mais qui fait rentrer un peu d'argent, bref, à quelqu'un qui stagne. Et comme je vous l'ai dit plein de fois, la stagnation c'est la mort et le mouvement c'est la vie. Et arrive un moment très intéressant, la prise de conscience de sa souffrance. Et comme tout à chacun, lorsqu'on subit une épreuve de détresse extrêmement intense comme celle-ci, ça peut être la guerre, la famine, une maladie grave incurable, ou comme Eddie Brock dans Spider-Man 3, on va se tourner vers quelque chose d'extérieur, vers les dieux, vers les étoiles. Et c'est exactement ce que Simba fait. Il vient de se rendre compte qu'il est au fond du trou et demande une aide extérieure pour l'en sortir. Sauf que lorsqu'on touche le fond, la seule chose à faire, c'est de rebondir pour remonter la pente. Et c'est pile à ce moment que Rafiki entre en scène, qui va servir un peu de maître spirituel. Et il va lui demander « Qui es-tu » Il va lui demander ça parce qu'une aide extérieure n'arrange rien. Lorsqu'on subit une dépression, lorsqu'on veut s'en sortir, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut chercher. Sauf que ce chemin de connaissance de soi est extrêmement difficile et le film va le montrer très bien. Simba va suivre son guide spirituel mais il va avoir du mal à le faire. Il va peiner. Donc les racines vont le ralentir et ça va être toutes les insécurités, toutes ces peurs, tous ces regrets, tous ces doutes qui vont l'empêcher d'aller pleinement vers la vérité. Tous ces obstacles intérieurs qui vont t'empêcher de savoir qui tu es. Les racines d'un immense arbre et arbre qui symbolise dans pas mal de formes de spiritualité la vie. Parce que au fond de soi, les vérités sont toujours là. Il suffit de savoir les écouter et de savoir les regarder. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond de soi? Un petit étang qui va nous renvoyer notre reflet pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Une fois cette introspection faite, Simba reprend confiance en lui, reprend les rênes de sa vie, il accepte son passé, il se pardonne et il retourne en Terre des Lions pour aller combattre son côté obscur et reprendre possession du royaume. L'individu accepte et prend conscience du chaos qui règne en lui. Le ciel s'assombrit car le combat intérieur est à son apogée. La dualité en soi va de nouveau se faire face. Simba arrive donc devant son rival, son côté obscur, et Scar va prendre l'ascendant psychologique. Il va lui faire douter de ses compétences, il va lui faire avoir peur et surtout douter de sa capacité à réussir ce combat, à rentrer victorieux, à reprendre possession du royaume. La foudre s'abat, le monde s'embrase, c'est le chaos intégral où le bien et le mal s'affrontent. L'être est en phase de changement. Et au moment où Scar lui révèle la vérité sur la mort de Mufasa, Simba prend conscience que c'est son côté obscur qui a pris le dessus, que c'est son côté obscur qui a détruit son ancien côté lumineux, et il peut se rebeller contre ça et prendre le dessus, prendre l'ascendant. On voit aussi les hyènes faire face aux lions, donc là message assez simple à expliquer, émotion négative contre émotion positive. Scar et Simba montent en haut du rocher pour s'y affronter, le combat est au pinacle de son intensité, et le feu les contourne et les entoure. Il n'y a plus d'échappatoire, il faut affronter son côté obscur. C'est un passage obligé. À ce moment-là, on a une belle illustration visuelle de tout ce que je viens de vous dire. Scar et Simba sont au même niveau, au même plan, ils sont autant importants l'un que l'autre. Ils ne sont pas plus imposants ou pas plus importants que l'autre. C'est un peu comme le yin et le yang.
Un coup donné, un coup pris. Scar s'élance dans un dernier assaut et Simba le projette en dehors de la zone de combat. Et ici, la mort de Scar est extrêmement bien faite et extrêmement importante dans sa forme. Simba ne l'a pas tué, il n'a fait que le projeter en arrière grâce à la force de son ennemi, un peu comme le judo. Ce sont les hyènes, donc la négativité, qui a tué le côté obscur. Mais lui, Simba, n'a pas tué sa part d'ombre. Et c'est parfaitement bien pensé parce que c'est exactement ce qu'il se passe en soi. On ne peut pas tuer son côté obscur, on peut, comme Mufasa, mettre Scar, son côté obscur, de côté pour pouvoir le contrôler, le dresser, pour être sûr qu'il ne gouverne pas, mais on ne peut pas le tuer. Et c'est un peu ce que fait aussi Simba, il éjecte la zone de combat qui, vu la hauteur, peut être le pinacle de la conscience. Et la comparaison entre le royaume intérieur et le roi lion continue, parce que même après la mort de Scar, dans le plan suivant, le cycle naturel revient. L'eau, la flore, la faune, tout reprend sa place. La terre des lions a de nouveau un souverain juste, le royaume intérieur a de nouveau un individu conscient, l'équilibre délicat est restauré. C'est l'histoire de la vie, un cycle éternel où s'affrontent le bien et le mal dans le royaume intérieur en chacun de nous. L'analyse est terminée, j'espère que tu as pris autant de plaisir à regarder que moi à la faire. Tout le monde aime plus ou moins les Disney, et je pense que c'est un peu à cause de ce genre de message un peu inconscient qu'on aime tant ça. Et c'est marrant parce que j'ai regardé le Roi Lion 2 juste après, et si le message de ce premier film c'est qui es-tu, le message du second film c'est qui es-tu par rapport aux autres, qui es-tu par rapport à l'univers, par rapport au tout, bref, qui es-tu par rapport à l'extérieur. Donc c'est un peu marrant, ça fait un équilibre entre les deux, intérieur, extérieur. Bref, n'hésite pas à partager et à me dire en commentaire que c'était génial, parce que c'était génial. Je te dis à la prochaine, ciao. Histoire de la vie.